Donc ouais, je le dis et je le redis, cette semaine a été énorme. Énorme, 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 énorme en matière de news. Énorme en matière de news, énorme en matière de plein de choses. On va décortiquer tout ça et de toute façon, ça a été expliqué. Ça a été évidemment débattu sur Fighters. Je vais globalement avoir 2-3 sujets. Même, enfin, ça va pas dépasser les 5 sujets. Mais je vais avoir plus de posts. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regrouper certains posts ensemble qui vont concerner le même sujet. Et on va discuter de ce sujet-là de manière fluide pour en parler. On va regarder les trailers ensemble, etc. On va regarder les réponses du tweet, on va les traduire en français. Donc ouais, je vais faire tout ça pour vous et puis je vais vous expliquer un petit peu là-dessus comment ça marche. Alors, si vous connaissez pas, si c'est la première fois que vous me voyez, la revue Fighters, c'est quoi? La revue Air Fighters, c'est moi qui suis modérateur sur le subreddit Air Fighters, subreddit consacré à la communauté des jeux de combat. Et toute news qui ont à voir, toutes choses qui ont à voir avec ce qui se crée dans la FGC, ils peuvent être lus extrêmement facilement ici parce que c'est extrêmement ouvert, c'est réaliste, tout le monde peut créer un compte, tout le monde peut poster et tout le monde peut poster ce qu'il veut. Et c'est le principe de ça, c'est que on va parler des news des jeux de combat et des news de la communauté en même temps, en passant par le prisme de Reddit et de ce que les gens pensent un peu. La première chose, déjà, parce que il y a la grosse news qu'on va parler tout à l'heure, mais faut pas oublier qu'il y avait d'autres jeux qui sont aussi sortis. D'autres jeux avec bon, alors, Fatal Fury City of the World n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder à sortir. Et on a quand même des news concernant ces jeux-là. On a le retour de BJNet qui était un perso dans dans Garou à Mark of the Wolf. Faut faire gaffe parce que beaucoup de gens considèrent City of the Wolf comme le Garou 2, alors que ce n'est pas du tout le Garou 2, c'est la 7ème itération de Fatal Fury. Garou n'est même pas un 1 entre guillemets, n'est même pas le premier d'une série, vu qu'il fait partie de la série Garou Densetsu, c'est pour ça qu'il s'appelle Garou. Aux États-Unis, on l'a même appelé Fatal Fury Mark of the Wolves. Et même si c'est une approche différente des jeux Fatal Fury, il n'y a pas les deux lanes, les deux planes, les deux plans en fait de combat où vous pouvez passer d'un plan à l'autre, ce qui rendait un peu le jeu pseudo 3D, même si c'était pas vraiment. Il y avait un side step, disons. Sauf sur certains stages, mais on va pas dévirer là-dessus. Donc voilà, c'est BJNet, perso un peu emblématique, et on va voir son trailer. Il est assez intéressant, on va couper le son. Donc, le trailer classique de BJNet, elle était déjà dans KOF 11. Donc, vu qu'elle était déjà dans KOF 11, on a une idée de comment elle se joue, comment elle se jouera sur KOF, sur Fatal Fury City of the Wolf. Est-ce qu'ils ont ajouté des sauces, qu'ils ont retiré des choses, etc. Déjà, je vais revenir un petit peu en arrière, pardon, parce que je voulais pas forcément un focus sur ces seins, hein. Désolé les gens, mais je voulais juste un focus sur la personne en elle-même. Voilà, elle a reçu un gros makeover comparé à King of Fighters 15 quand elle était en DLC. Elle a reçu un gros faceover. Elle a changé de design quasiment du tout. On garde la robe emblématique, etc. On garde le petit tatouage de la rose sur le bras droit, mais ça a changé. C'est plus exactement la même chose. Ça a vraiment changé. Et pour le mieux, hein, parce que ça la rend plus moderne et plus voilà quoi, plus normal et plus accessible. C'est une bonne nouvelle. Donc on va regarder le reste du trailer. Elle a son classique Reka, son carré à pied. Ça ressemble à un contre, vu qu'elle a une animation là-dessus. Elle avait, si je ne me trompe pas de contre
avant quoi. Et enfin, elle n'avait pas de compte sur. En tout cas, sur Code 15, elle n'avait pas de compte comme ça. Et elle avait ça surtout, sur Code 15, qui était son cancel, sa feinte, son pas de cancel où elle pouvait canceller des coups spéciaux avec le pas de cancel et directement mettre sur une level 1. Donc la level 1 classique hein, de BJNet. Le compte qui utilise une des mécaniques du jeu, l'armor de mécanique, ça c'est le fameux système de raving up qui étend les combos dans le jeu. On voit le petit esprit bleu là du perso qui indique bien que le coup a été cancellé. Donc c'est un jeu très très intéressant. Ça a l'air d'être extrêmement intéressant au niveau de ses mécaniques. Parce qu'il y a beaucoup de barres de vie, il y a beaucoup de mécaniques différentes, etc. Et maintenant, les trailers n'hésitent plus à montrer ce que les joueurs vont faire et peuvent faire à haut niveau sur le jeu. Et on a une vue de la... Je l'appelle la level 3, mais c'est probablement pas une level 3, ça doit être quelque chose qui vide toutes les barres et qui te met immédiatement au burn-out si tu rates, ce genre de choses. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et vu que c'était le Summer Game Fest, tout de suite après, on a eu un deuxième personnage. Vox Reaper. Le nom n'est pas génial, ça faut l'avouer. Mais, truc sympa, c'est que y a beaucoup de coups qui fait rappeler un autre personnage de Garou, qui était le boss de Garou Mark of the Wolf, qui est Grant. Et on ne sait pas exactement le lien qu'il y a entre lui et Grant, mais on va le savoir évidemment avec le jeu. Mais il y a beaucoup de choses, ça a pas l'air d'être... Enfin, c'est un perso nouveau, mais il y a beaucoup de choses qui font rappeler Grant dans Garou Mark of the Wolf. Donc c'est pas exactement un personnage nouveau. Le Stomp fait un peu rappeler Grant, sa manière de faire les launchers, on va voir tout de suite. Ça c'est clairement un launcher qui cancelle immédiatement par une attaque. Ça rappelle aussi les moves de Grant. Ça, c'est clairement une super de Grant. C'est la super de Grant exact. Ça, c'est différent. Ça, c'est un truc un peu à la samouraï, c'est plutôt classe. Et on a surtout ça. Boum. Ça, c'est le masque cassé de Grant. Donc, c'est un gros indice comme quoi le perso est lié à Grant. Qui d'ailleurs avec le petit trailer du jeu, apparemment ce serait Grant serait en train de mourir et ne serait pas mort. Il y aura peut-être un petit peu plus de développement sur l'histoire à la création du jeu et surtout de développement sur Vox Reaper et on saura un petit peu plus de ce que c'est. Il a un character design plutôt cool. Il fait rappeler un peu Yori et Kedash dans son approche un peu swagger du jeu. Et c'est plutôt intéressant. Il a l'air d'avoir pas mal de moves intéressants et c'est bien d'avoir des nouveaux personnages comme Richa et Vox Reaper pour un petit peu dynamiser le reste du jeu. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un trailer pour Hunter x Hunter Name Impact qui est intéressant. J'ai pas encore parlé de Hunter x Hunter et c'est la première fois que je vais parler de trailer avec vous. Parce que Hunter x Hunter, la plupart des jeux basés sur des mangas sont développés par CyberConnect 2 ou d'autres boîtes qui vont faire un jeu qu'on appelle les jeux Arena Fighters, qui ne sont pas des jeux réellement joués par la FGC. Ils ont une scène compétitive, mais ils ne sont pas réellement joués par la FGC. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs de ce jeu-là, donc Hunter x Hunter Impact, c'est A-Things. Et A-Things, si vous ne les connaissez pas, vous avez pas forcément joué à Marvel vs Capcom 3, mais c'est les gens qui ont fait Marvel vs Capcom 3 et Tatsunoko vs Capcom et DNF Duel aussi, si je ne me trompe pas. Donc ils s'y connaissent quand même en jeu de baston. Donc à voir avec ce trailer. On commence immédiatement, il n'y a pas de bonjour au revoir.
Je connais absolument pas l'or de Hunter x Hunter, hein, malheureusement. Mais j'y connais rien. Ça, c'est plus des potes comme Somasta qui vont s'y connaître un petit peu plus. Mais moi, j'y connais strictement rien de Hunter x Hunter. Je crois qu'on a un petit bug sur YouTube. Ah voilà, là c'est bon. Beaucoup de gens se sont plaints parce qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient les jeux comme un peu low poly et qui n'étaient pas aussi canon que pouvait être un DNF Duel ou un autre jeu de genre. Mais les combos ont l'air de beaucoup ressembler à ce qu'il y a dans Marvel vs Capcom. Même cette pose là, des trois personnages, parce que c'est un jeu 3v3. Hein. Même cette pose là, du 3v3, ça a été directement pris par Marvel vs Capcom. Ils ont fait exactement le même type d'animation où le personnage central, le point, est au milieu et les deux assists sont juste à côté d'eux avant de disparaître et de commencer le combat. C'est la même chose en termes d'animation que Marvel vs Capcom, sauf qu'il y a des personnages de Hunter x Hunter. Ah, elle a une transformation, comme à l'install, quoi, qui lui permet d'être directement en forme adulte et d'être joué en forme adulte avec son combo. On n'a pas vu grand chose du jeu, mais on sait à quoi s'attendre. Et enfin, avant de parler du gros morceau, DNF Duel qui annonce un autre personnage de DLC qui s'appelle Nendmaster. Beaucoup de gens considèrent DNF Duel comme un flop. Il n'a pas eu un impact réel et gros dans la FGC. Le jeu est dérivé d'un MMO énormément joué en Corée, donc qui s'appelle Dungeon and Fighters, DNF. Mais le jeu de combat n'a pas fait l'engouement que je pense que beaucoup de gens auraient voulu, parce que le jeu a été co-assisté par Eightings, donc les créateurs de Hunter x Hunter et de Magic Drop 3, et en même temps par Arc System pour le Character Select et autres. Là on nous montre comment faire les trials. Et là, j'ai l'impression que c'est une couleur qui ressemble un peu à Litchi dans cette couleur-là, la couleur rouge. Là. La couleur rouge, elle ressemble un peu à Litchi dans BlazBlue. Tout intéressant aussi. Et ouais, le jeu, il y a eu des gens qui ont joué au jeu, mais le jeu n'est pas méga intéressant et ils ont surtout flopé dans le sens où il y avait beaucoup de demandes de base à la sortie du jeu, ça fait partie des jeux qui ont un petit peu tombé dans le crack, quoi. Et enfin, on va parler du gros truc. Ah mais tiens, j'avais oublié, il y avait des Legacy. Ça c'est intéressant parce que ça va être un jeu 2v2 avec 3 lanes. Donc ils reprennent un peu. C'est un espèce de mix entre. Voilà, hop. Je le mets sur YouTube. C'est un espèce de mix entre Guardian Heroes, si vous avez connu le jeu, le beat'em up, et un jeu de baston classique. Et c'est du pur 2v2. Donc ça va être vraiment du 2 joueurs contre du 2 joueurs. Il n'y aura pas de système de tag comme les autres jeux, mais il y aura surtout 3 lanes. Donc 3 plans de 2D. On pourra se déplacer sur ces 3 plans-là, on pourra rester sur le même plan même. Je me demande comment la méta va être sur le jeu. Ah bah tiens, maintenant on a carrément un robot steampunk à la vapeur dans le cast. Ils ont vraiment mis à fond, ils ont mis le paquet sur le côté un peu steampunk du jeu. Et j'ai l'impression qu'il y aura un mode 1v1. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y aura un mode 1v1. Quand même. Le perso a full armor. Ils ont ajouté beaucoup de persos. Il y a un côté dans l'animation qui est vraiment classe. Dans tout le reste. Je sais pas si ça va fonctionner dans la FGC. Mais avec ça et 2XKO, on a de plus en plus de jeux qui vont être compatibles avec le mode 2 joueurs contre 2 joueurs
qui pour moi est un mode qui aurait dû être exploité depuis bien longtemps, bien longtemps, que ce soit par la scène FGC, la FGC, ou par les créateurs des jeux joués par la FGC. Voilà, Diesel Legacy. Est-ce que j'ai pris le trailer? Est-ce que j'ai pris le post avec le trailer dedans? Là, je spoil un peu les sujets qu'on va traiter tout de suite après, mais non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. J'ai pas l'impression de l'avoir pris. Hein. Bon ben, on va le prendre. On va le prendre. Je vais faire une petite recherche très rapide et après on va s'y mettre. Ah voilà, j'ai trouvé. Eh ben ça va pas durer longtemps, tant mieux. Voilà, ça, c'est l'énorme news l'énorme news de la semaine, voire même du mois, je pense, pour la FGC. Et l'impact que ça a est énorme. Énorme. C'est pas simplement des personnages guest caractères, c'est toute une philosophie. Je vais en parler un petit peu plus, mais voilà pourquoi on est là. Terry Bogard dans Street Fighter 6. Un premier perso, alors on va aussi avoir Mai, mais un premier perso dans Street Fighter qui ne fait pas partie du canon de Street Fighter. Street Fighter n'a jamais auparavant fait des personnages guest characters avant Street Fighter 6. Jamais. Rien que ça, c'est une news énorme. Et l'apparition de Bison, je disais à tout le monde, à des potes surtout, ah, Bison est mort, vous allez jamais le revoir. Et ils m'ont bien fait manger mes mots. Parce qu'au final, on va le revoir. Dans son explication, dans l'explication du perso dans le site internet de Capcom, ils disent que c'est un homme qui ressemble au dictateur. Ils disent pas que c'est dictat. Ils disent que c'est un homme qui y ressemble. Donc on peut avoir le délire le perso est mort, mais dans des flashbacks ou dans certains esprits de certains persos proches de Shadowloo, il y aurait un peu comme le Joker dans Injustice 2. Parce que le Joker dans Injustice 2, le Joker est mort. Sauf qu'on a vu l'apparence du Joker dans Injustice 2 dans un des rêves de Harley Quinn quand elle a inhalé le gaz de Scarecrow. Et c'est comme ça que le Joker est apparu dans le jeu. Donc peut-être qu'ils ont fait un truc similaire avec Dicta. Mais le simple fait que Terry et Mai soient présents dans le jeu a un énorme impact sur la FGC et sur sur toute la communauté et sur le futur des jeux de combat. Et ça, on va en discuter. On va en discuter un peu après. Mais c'est vachement intéressant. Le fait qu'ils aient choisi Mai aussi, moi je suis ravi parce que je joue Mai dans KOF 15, donc je vais pas me gêner à main dans Street Fighter 6. Absolument pas. Dès que le perso arrive, je vais pas me gêner. Il y a des potes qui ont vu ça, cette fameuse image, et qui se sont dit oula, il y a un problème. Parce que, ok, été 2024, on y est, pas de souci. Automne 2024, ils mettent à peu près 3 mois pour sortir un perso. Jusque là, ça va. Printemps 2025 ? Ça fait 6 mois hein, entre l'automne 2024 et printemps 2025. Ça fait 6 mois, donc qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, 6 mois encore, non même 9 mois même, et on a la sortie de Mai. Ils vont allonger une saison avec que 4 personnages pour 2 ans. C'est bizarre ça quand même. Est-ce qu'ils veulent faire en sorte que le jeu garde un nombre
négociable de personnages pour pas arriver à Street Fighter 5 et ses 44 personnages ou Street Fighter 4 d'ailleurs qui a aussi 44 personnages, ou il y a une autre chose derrière. Peut-être que ça concerne le Pro Tour, peut-être que c'est un retour qui a été fait par pas mal de joueurs de professionnels en disant oula, il y a trop de personnes en Street, j'arrive pas à caler tous les match-ups, il faut que Capcom réussisse à faire quelque chose comme ça. Je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça change la donne. Et pas mal de gens sur Reddit ont parlé du fait que ça change pas mal la donne. Ça, c'est le trailer de BJ, on l'a vu, le trailer de Ghost Reaper, le trailer de DNF Duel. Voilà. Déjà, beaucoup de gens se disent oula, on a 4 persos, et dans les 4 persos, il y a 2 persos qui font même pas partie du canon de Street Fighter. Est-ce que j'ai envie d'acheter ça, quoi? Et même 3 persos qui ne font pas partie du canon parce que Bison est considéré encore comme mort. Donc pourquoi est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que c'est une histoire alternative? Est-ce que c'est les rêves d'un des persos? On sait pas encore. On sait pas du tout. D'ailleurs, on a le trailer. En plus, on a le trailer de gameplay de Bison. Et je l'ai même pas montré. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ça a aucun impact. Hein, c'est pareil. Je tape Vega ou Bison, c'est pareil, c'est le même personnage, on connaît tous l'histoire, pourquoi est-ce que les noms étaient inversés. C'est à cause de Balrog qui était de base M. Bison, qui est une référence un petit peu proche à Mike Tyson. Et Capcom USA ont voulu essayer d'éviter au maximum les poursuites et se sont dit hop, on va switcher. Toi tu t'appelleras Vega, toi tu t'appelleras Balrog et toi tu t'appelleras M. Bison. Et voilà. Il a l'air quand même d'être un petit peu plus proche du dictat qu'on voit dans Street 4 que le dictat qu'on voit dans Street 5. Il n'a pas ces flammes des deux côtés avec l'IX de Street 5. Il a encore son e-press. Il a pas mal de choses pour lui. Il a le Psycho Crusher en coup spécial et pas en super ou en IX. Il a vraiment son Psycho Crusher à lui. Il a son Stomp. Il a toujours eu le fake de Stomp aussi avec le bras. Ça, c'est un classique Vega. Ça, on nous montre des nouveaux combos à faire avec la super niveau 1 du perso. On voit juste après le costume original de Bison. Salut Rabé, comment ça va? On voit le costume de Bison. Évidemment, il est dans Windows Guide, forcément. Donc là-dessus, c'est pas mal. On a le l'IXNI, l'IX Stomp qui donne une espèce de soulspay. Donc on a toutes ces choses-là. Oui, enfin, je vais faire pause parce que je vais en parler très rapidement. Je suis pas là pour discuter de politique ou de ce qui se passe dans le reste. Dans le reste des actus, tu vois. Oui, il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, ça craint. On aura des élections législatives bientôt. Faut s'y mettre, faut voter pour les personnes qu'on croit le plus et j'espère qu'on bloquera le Rassemblement national tant qu'on peut dans cette élection-là. C'est juste une aparté parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les Français. Ça concerne pas uniquement moi ou les joueurs de jeux de combat. Mais on va parler de changement d'idée et on va parler de jeux de combat plus au lieu de s'attarder à la politique ou je ne sais quelle connerie. On est là sur Twitch pour ça, hein, d'ailleurs. Donc les IX, ça super niveau 2. Beaucoup de gens ont remarqué que la super niveau 2 ressemble à une animation une des animations de Rao dans comment ça s'appelle, Rao dans le jeu Hokuto no Ken. Il a le même délire où il lance sa cape et il rattrape
le perso avec son bras, ce qui est super badass. Et là, on a ces nouveaux combos, ces nouveaux routes de combos. Le Psycho Crusher, le Stomp, qui utilise le Grand Bounce. On voit juste là des personnages avant qu'on voit la level 3. Boum. Il était déjà au sol, on lui fait une attaque protégée et on passe à autre chose. Psycho Crusher cancel level 3 et la level 3. Boum. Toujours aussi impactante. Hein. Toujours aussi importante. Ouais, là je parlais d'Hokuto no Ken, ouais. Donc ouais, maintenant il a un cheval. Mais bon, ouais, le Bison, beaucoup de gens étaient contents de le revoir. Je connais 2-3 mains de Bison qui sont très contents de revoir le perso. Et c'est intéressant au sens où ça dynamise le gameplay, ça change pas mal de choses. Ça, on va déjà Character Reveal. Donc qu'est-ce qu'on pense du Street Fighter, de l'annonce de ce jeu. Il y a un posteur qui dit qu'il est assez mitigé sur le sujet, en disant c'est bien qu'on doit parler de l'intégralité du roster. On a de bons nouveaux, des nouveaux personnages comme Luke, Jamie, Lily, Manon, d'autres personnages de ce genre. Qui sont de bons nouveaux représentants de Street Fighter, qui plaisent aux joueurs, qui sont iconiques et ils sont pas mal. Mais en plus de revoir Elena, ce que tout le monde voulait depuis un long bout de temps, en moins pété que dans Street 4. Le Street 4, Elena était un problème. Derrière, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a Terry et Mai. Et ça va être le fil rouge de cette discussion. Ça va être le fil rouge, parce que qu'est-ce que Capcom a derrière la tête pour mettre des personnages qui sont concurrents en fait, qui sont le direct concurrent de Street Fighter. Donc quel impact ça aura dans le reste des jeux de baston. J'espère qu'on m'entend bien, hein, au cas où, hein. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son, tout ça. Quel impact ça aura d'avoir Terry et Mai dans Street Fighter 6. Qu'est-ce que ça veut dire? L'une des plaintes qui est dans ce poste, c'est de dire moi j'aimais bien Street Fighter parce qu'il n'y avait pas de guest character et pas le perso qui venait de Walking Dead ou de Final Fantasy ou de The Boys dans le jeu. Il y avait, ou même de Star Wars ou The Witcher ou tout ce que vous voulez en fait, qui ont apparu dans le jeu. Donc c'était bien parce que c'était un jeu pur, mais là ça ne l'est plus parce que maintenant il y a les concurrents directs. Puis après ils relativisent en disant c'est mieux que Negan quand même, parce qu'au moins c'est un personnage, au moins Terry est un personnage de jeu de combat et ils vont utiliser les mécaniques du jeu pour un petit peu rendre le personnage plus Street Fighter-like, on va dire. Ils vont lui ajouter des médiums, évidemment. Ils vont peut-être utiliser la barre de drive comme une espèce de max mode. Est-ce qu'ils vont faire comme KOF 15 où ils attachent il y a des combos où tu peux faire 2 ou 3 coups EX comme dans KOF 14 et dans KOF 15 où les coups EX en fait se suivent parfaitement et se cancellent, enfin ils se cancellent pas mais ils s'emboîtent bien ensemble en tout cas pour les combos. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose dans le genre? Ça c'est pas dit. Mais il y a quelques mécontents sur le groupe. Quelques mécontents sur le subreddit qui disent ouais bon est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas un problème? Et là on a le chapeau d'alu. Voilà, notre premier chapeau d'alu de la soirée. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Metro City meets Soundtown. Metro City c'est la ville de Fatal Fury. Où il y a des personnages comme Agar, Cody, tout ça qui viennent du jeu. Poison aussi, Abigail, Hugo, blablabla. Qui est en connexion directe avec Street Fighter. Et Soundtown, c'est pareil, c'est la ville
la ville la ville de Art of Fighting, de là où vient Rio, là où vient Rio, Robert, Guise, Wolfgang, le King et tous ces personnages-là. Ils vivent dans Southtown, ils se battent dans Southtown. C'est des personnages de Fatal Fury et les personnages. J'ai cité des personnages d'Arrow Fighting, mais ça revient au même. De toute façon, on a eu des personnages de Arrow Fighting dans Fatal Fury. On a eu Rio. Donc ça revient au même. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. Évidemment, Metro City c'est basé sur New York. Et c'est intéressant parce que Southtown est plus basé sur la Floride, donc Miami, que autre chose. Je parlais d'Arrow Fighting, ouais. Je parlais d'Arrow Fighting. Et on parle du fameux Tekken Fighter, et est-ce qu'il y aura des news peut-être qu'il y aura des news sur Tekken, peut-être qu'il y aura des personnages de Tekken dans la saison 3. Oula, tout peut se passer maintenant, vu qu'on a ouvert les portes. Donc tout peut se passer, des choses dingues peuvent se passer. Est-ce qu'on va avoir le fameux méga crossover que beaucoup de gens ont c'est pas stipulé, c'est pas le mot que je cherche. Qu'est-ce que je voulais dire? Que beaucoup de gens ont pensé déjà avant. Et on va peut-être avoir un Capcom versus SNK versus Namco versus Sega versus pardon. je m'étouffe tout seul. Versus tout ce qui existe, quoi. Et on va avoir le méga jeu de baston qu'on attendait depuis des décennies, voire même des siècles. Ça, j'y crois pas. Moi, je pense que ça arrange tout le monde, qu'on soit bien dans une petite case, que Street ait ses joueurs de Street, que KOF ait ses joueurs de KOF, que Tekken ait ses joueurs de Tekken. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une situation comme CVS2 où tout le monde avait envie de jouer à ce jeu-là et pas au jeu principal qui ont créé la moulinade qui a donné Street Fighter. Donc ouais, le délai c'est du Twitch, hein, je peux rien faire. Entre le moment où je vois ton message popper et entre le moment où tu l'as posé, c'est normal, c'est Twitch, ça on peut rien y faire. On aura peut-être des alliances, on aura peut-être Cody et Terry ensemble, Chun-Li qui va faire un team-up avec Mai, et on aurait carrément Anna Williams aussi, et Kazuya et autres. Les projections sont infinies. Ça pour moi c'est un peu chapeau d'alu. C'est un peu chapeau d'alu parce que il faut que le business marche. Hein. Et les jeux de combat, on marche bien avec un business où c'est un petit peu structuré. Ça, je vais en parler après. Ça, ça concerne pas Street Fighter 6, donc on va en parler après. On parle d'un Universal Crossover encore. Parce que le truc, c'est que beaucoup de gens en parlent, mais Harada était le premier à dire non, mais c'est peut-être une possibilité. Hein. Si je cherche comme ça et qu'on garde dans Event Dubs, on va très vite quitter. Et qui parle dans sa propre chaîne YouTube, donc Harada's Bar, et qui dit qu'il a toujours voulu faire ça. Si ça c'est fait, la dernière personne que je veux qui s'occupe du projet, c'est Katsuhiro Harada. C'est la dernière personne que je veux pour s'occuper de ce projet. Si ça existe. Vraiment. Parce qu'il en prendra pas son nom. Du tout. Déjà que CVS2 était un problème. Enfin, on va dire. Non, CVS2 n'est pas un problème. CVS2 avait des problèmes. Et maintenant qu'on a ça comme différence, où est-ce qu'on veut aller avec ce genre de jeu en fait, qui
qui va donner quoi, qu'est-ce qui va se passer, le roster va ressembler à quoi, parce que ça, à lui tout seul, c'est un roster à 150 personnages. Vous verrez un jeu de baston avec 150 personnages, autre que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ou Sparking Zero qui va sortir dans pas longtemps. Non, c'est assez fou quand même. Et c'est le truc, c'est que tout le monde y a pensé en disant hey, c'est pas juste que des guest caractères. Peut-être qu'ils essayent un petit peu de tremper les pieds avant de plonger dans la piscine qui est Marvel vs Capcom 3. Hein. Donc c'est pas. Hein. Donc voilà, ça c'est une des formes. Et ça c'est une nouvelle qui m'a fait plaisir. Même si ça concerne pas vraiment Street. On va parler de Street Fighter 6 juste après. De toute façon on va parler de Street Fighter 6 même avec ce sujet. Mais qu'on se fasse plaisir, hein, mais Tobal 2 et les personnages de Psycho Force et qu'on se fasse plaisir, qu'on lâche tout, tu vois. Allez, on met Arc System dans le tas, on met Square Enix dans le tas. Allez, on met tout le monde, on met Sega. Ça partirait dans un bordel génial. Donc, on est à ce sujet-là que Oda, donc le producteur de KOF 15 et aussi le producteur de Fatal Fury City of the Wolf, dit hey, les personnages de KOF 15, c'est pas fini les mecs. On va en avoir. On aura d'autres personnages de KOF 15. On aura éventuellement une saison 4. Et là, je suis. Yes! Parce que j'avais pas envie que ce jeu soit abandonné au profit de City of the Wolf. Je suis hypé par City of the Wolf, hein, je vais l'acheter le Day One. Mais KOF 15 méritait bien plus en matière de développement. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de personnages, il y en a assez. C'est juste que où est Kazumi? Où est Oswald? Où est Shenwu? Où est qu'est-ce que je peux penser comme personnages qui ne sont pas encore dans KOF 15 et qui mériteraient de venir? Je sais pas moi, où est Zarina? Je sais rien. Où est Mian? Et ils sont pas dans le cast et ils mériteraient d'être dans le cast. Kazumi c'est ma number one. Kazumi devrait être là en day one dans le cast. Ou même à la fin de la saison. À la fin de la saison 4, à la fin du reveal de la saison 4 pour dire on vous a réservé une surprise. On vous a mis le personnage le plus populaire de KOF qui a pas apparu dans un KOF depuis 2002 UM quoi. Donc ça mériterait de revenir. Kazumi mériterait de revenir. Et des nouveaux persos, et pourquoi pas développer un petit peu l'arc entre Shunei et Isla. Pourquoi pas lancer les idées des mecs. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que on avait zéro annonce, d'une éventuelle saison 4 de KOF 15 pendant leur World Tour. On avait que des annonces de Fatal Fury City of the Wolf et le reveal de Otaru et de Preacha et de Tizok. On n'avait rien d'autre. Et c'est con un peu parce que ça mériterait bien mieux quoi. Ça mériterait bien mieux. Donc il y a de ça. Et au moins on a des bonnes news. Et immédiatement après, évidemment, parce qu'on est sur Reddit, on va prédire le fait que les personnages de Street Fighter vont apparaître dans KOF 15. Ça serait pas beau, ça, hein? Ça serait pas beau un petit Luke, Ryu, Chun-Li en team Street Fighter, en team comment il s'appelle? Team World Warrior dans KOF et tout le monde serait heureux. Ce serait pas beau ça? Pourquoi pas? Moi je voulais ça de Day One. Moi je préfère personnellement un échange de guests caractères. Il y a des persos de guests des persos de Street dans KOF et des persos de KOF dans Street plutôt qu'un CVS 3. Ça c'est mon avis. Je préférais ça. Ça c'est pas un avis méga populaire mais je le préférerais. Il y a un poster qui dit Jamie serait complètement là dans KOF. Mais ouais, ouais non mais
c'est ça, Rabé, c'est un peu la discussion, chapeau d'alu, tu vois, parce que c'est le truc, c'est que le potentiel est infini. Les portes ont été ouvertes, le potentiel est infini, tout peut se passer. Mais est-ce que tout devrait se passer? C'est le fameux délire à la Jurassic Park, c'est les scientifiques ont trop pensé qu'ils pouvaient, ils ont pas assez pensé qu'ils devraient le faire en fait. Le délire un petit peu à la Jurassic Park, le discours de Ian Malcolm devant le patron de Jurassic Park. Mais ouais. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce que ça a le mérite d'exister? Un CVS 3 ou un échange de bons procédés entre des caisses d'un jeu dans un autre et vice versa. Moi personnellement je préférais ça. Mais bon. Alors, où est-ce qu'on a d'autres sujets concernant... Non, ça c'est des sujets qui ont été traités depuis cette dernière semaine. On va pas plus en parler. Mais on va quand même un petit peu parler de... On va quand même se focaliser sur ce qu'il y a d'important à l'heure actuelle maintenant. Et c'est Terry et Mai dans Street Fighter 6. Ça c'est énorme. Est-ce que les mécaniques, parce que ça a été parlé aussi sur Reddit, mais j'ai oublié de prendre les posts, est-ce que les mécaniques vont bien s'adapter à comment les persos se jouent? On sait pas. Est-ce que Street Fighter va un peu faire comme ce qu'a fait Tekken avec Akuma, où ils vont prendre la version du perso venant de son jeu le plus récent, à savoir King of Fighter 15, et essayer de l'incorporer. Pardon. Ça, c'est les restants d'allergène que j'avais avant. Est-ce que ça a le mérite d'être testé en fait? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Moi, ça me plairait parce que ça me permettrait de jouer à Mai. Si tout ce que j'ai à me dire, c'est c'est la maille de coquin dans Street Fighter 6, j'ai 2-3 ajustements à faire et c'est bon, je suis parti. Ça me ferait kiffer. Ça me ferait vraiment, vraiment kiffer. Mais bon. On n'a pas tout à la fois. Mais ouais, intéressant. En tout cas, ça me plaît, ce genre de choses. Et on verra ce qui se passe par la suite. Mais beaucoup de choses ont été annoncées dans Summer Game Fest. Et ce qui a fait le plus gros splash dans la FGC, c'est pas Hellblade. Hein. Vous voyez, c'est pas les jeux de Xbox ou d'aller Call of Duty. Hein. C'est évidemment la sortie de Terry et Mai dans Street Fighter 6 et de ce que ça va donner à l'avenir. Bon, là on va traiter des sujets un petit peu différents. Alors, quelqu'un veut faire une idée de match d'exhibition un peu à la WWE ou WWF si vous avez stage, où le bar inviterait 2 joueurs connus, les prendrait direct dans un se chargerait de leur frais de transport, de leur frais d'hôtel, etc. et ferait un match d'exhibition contre des nouveaux joueurs, contre eux en fait, devant des nouveaux joueurs et devant la scène locale, pour faire un délire à la WWE et autres. Et moi j'ai répondu direct en disant que c'était une bonne idée sur le papier. Le problème c'est que avec ce genre de concept, tu ne fais que payer des gens qui sont déjà rémunérés en fait. Déjà rémunérés par leur boulot en tant que joueur professionnel. Et tu n'aides pas ta scène locale à se développer plus qu'elle devrait se développer. Et j'ai pas dit que c'était un gâchis, mais c'est genre, je vais juste expliquer que la FGC, je vais voir si ça a impacté du monde, que j'ai écrit. Donc, ça va voter personne, mais c'est pas grave.
est-ce que, enfin, le principe d'avoir des scènes locales dans une salle d'arcade, jouer avec tes potes ou jouer avec des rivaux et créer une rivalité, et découvrir le jeu en même temps, etc. C'est ce que ça a créé la FGC. Le fait que on a eu des petits groupes dans plein d'endroits du monde qui ont joué au même jeu, et ces petits groupes-là ont développé leur propre méta en jouant avec d'autres personnes, ils sont devenus de plus en plus forts, et après se sont affrontés entre eux, ce que un Français du nom de Nicolas Besson, c'est un essayiste dans l'e-sport et maintenant je crois le vice-président de France e-sport, si je ne me trompe pas, qui a fait la différence entre le bottom down et le top le bottom up et le top down. J'arrive pas à trouver l'image. Bref, il expliquait, je sais pas grave, je vais pas montrer l'image. Il expliquait que il y avait des sports ou des e-sports qui se développaient de deux manières différentes. La première, c'est de commencer par le top. On commence par un championnat du monde. On invite les meilleurs joueurs du jeu et on fait un championnat du monde. Ça coûte énormément d'argent. Mais après, on descend en créant des ligues régionales, donc la LCK, la LPL, la LEC, la LCS. Puis on crée des ligues de deuxième division par pays, par région. Et en même temps, il y a aussi les compétitions, académiques aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas plusieurs pays, donc ça reviendra au même que les compétitions par pays en Europe. Et on développe ça de manière régionale et locale, etc. On fait du top down. Et le bottom up, ce serait comme ce qui s'est passé au football. Au football, dans les années 1880, il y avait 2-3 clubs qui se battaient en duel, et ces clubs-là, qui étaient la première Football Association, donc la toute première association de football qui a été créée, se sont affrontés de manière locale, puis il y a eu plus d'équipes de manière régionale, puis de manière nationale, puis d'autres pays ont commencé à se mêler en créant un championnat d'Europe et un championnat du monde. Donc on ne commence pas par un championnat du monde pour arriver à un championnat récent. On commence par un championnat local, pas le récent, mais local, pour arriver à un championnat du monde bien après. Et c'est le développement de la FGC. Le développement de la FGC, c'est toujours fait de manière bottom-up. On laisse les gens jouer dans les salles d'arcade, qui sont leur petit endroit local, et on fait des tournois donc entre les régions, puis des tournois pour les gagnants de ces régions vont affronter d'autres régions du même continent, puis les gagnants de ce continent-là vont affronter d'autres gagnants d'autres continents, ce qui donne un tournoi global. Ce que j'explique, c'est basiquement l'Evo. C'est le principe que tout le monde peut s'inscrire. Du premier sac venu au meilleur joueur du monde. Et faire de l'exhibition, un petit peu comme si on était à la WWE avec une carte et autres, non seulement ça élargirait le gap qui existe entre les top players / pro players et le joueur lambda qui veut progresser, mais en plus d'écarter ce gap, ça a déjà été fait. Il y a eu Machimida qui a tenté les body count fighting et qui a donné un sacré flop. Un flop tel que je n'arrive à trouver aucune vidéo. J'arrive juste à trouver des résultats venant de StartGG qui a bien prouvé que le projet existe. Mais ils avaient tout à la WWE. Hein. Ils avaient une carte, ils avaient des gros joueurs qui s'affrontaient sur plein de jeux de combat différents. Ils avaient leur médaille, leur ceinture. C'est du catch, hein. C'est la ceinture à montrer. Je conserve ma ceinture pour le prochain match. Pareil, hein. Pareil. Et donc, ouais, bah si tu veux faire ça, et puis laisser les joueurs parler. Ouais, je vais t'éclater, tout ça. Je suis le meilleur, tout ça, qu'est-ce que tu as à répondre de ça? Ouais, moi aussi je suis le meilleur, je vais te prouver que je suis le meilleur, blablabla. Donc un délire vraiment à la catch. Ou à la MMA d'ailleurs, parce que c'est le même délire. Hein. Qu'est-ce que serait... Enfin, la MMA n'existerait pas sans catch. Donc,
C'est normal que les deux soient alignés. Mais ouais, voilà, on a cette méta-là. Et voilà, ça ne ferait que augmenter le gap. Et augmenter le gap entre les joueurs lambda et les pros. Donc quelqu'un sur ce Reddit a simplement dit: je ne connais rien aux jeux de combat. Et j'ai mon petit ami qui adore les jeux de combat et j'aimerais comprendre un petit peu comment ça marche avant de jouer avec lui et de juste me faire défoncer parce que c'est une de ses passions dans la vie, mon petit copain. Et voilà. Alors, première chose, bon, ça va être évident, mais je vais le dire quand même, ne faites pas la suggestion que la personne qui a publié ce post est une femme parce qu'il a un petit copain. Il y a les relations homosexuelles qui existent. Donc même avec ça, on ne sait pas le sexe de la personne. Donc voilà. C'est l'idée, enfin, l'idée de ça, c'est que c'est bien, la personne en question s'intéresse à ce que son petit copain aime faire, mais en même temps, est-ce que tu joues un jeu pour ton petit copain ou est-ce que tu joues un jeu parce que tu l'aimes? Tu risques pas de t'insérer dans la scène des jeux de baston si tu la kiffes pas, hein. Et c'est un peu complexe en fait. Donc n'insistez jamais. Les jeux de combat sont pas faits pour tout le monde. N'insistez jamais sur une passion qui ne vous plairait pas, hein. Et ça, on va le voir. Ça, on peut le voir tout de suite d'ailleurs. Avec ce poste-là. Pourquoi est-ce que les gens quittent les jeux de baston? Quelle est l'explication qui te donnerait que les jeux de baston ils ont un boost énorme de popularité dès la sortie du jeu. Et après, cette popularité-là baisse. Elle remonte dès qu'il y a des DLC, mais elle baisse de manière continuelle avant de remonter, de baisser, de remonter, de baisser, et elle récupérera jamais le player base qu'elle avait avant. Alors que des jeux comme LoL ou CVS2 ont une courbe de progression toujours montante. Donc qu'est-ce qui explique que les jeux de combat n'ont pas ce problème-là? Pourquoi est-ce que les gens partent d'un jeu de combat? Pourquoi est-ce que les gens arrêtent de jouer à un jeu de combat? Est-ce qu'ils jouent à plusieurs jeux? Est-ce qu'il y a plusieurs choses qui sont dites en tête? Il y a plein de choses. Déjà, j'aime bien le post de FG Cash, qui est juste là, qui explique que les jeux de combat sont un investissement énorme dans la vie d'un joueur. C'est énorme l'investissement que ça demande. Vraiment. Donc c'est normal qu'il n'y a pas autant de temps à en parler que ce qu'on voit d'habitude. Et c'est assez important de publier ça. Et voilà, il y a plein d'explications. Il y a le fait qu'il y a des nouveaux jeux qui sortent, il y a le fait que certains jeux flopent, il y a le fait que le mode ranked comme solution à être fort dans un jeu de baston ne marche jamais et ne marchera jamais. On ne devient pas fort en jeu de baston juste en faisant des ranked match. Au contraire, plus tu fais des ranked match sans t'entraîner, sans comprendre ce que tu fais, plus tu as de chances de juste quitter le genre par frustration. Donc c'est la pire chose à faire. Mais c'est un sujet intéressant, ça mériterait d'être développé un petit peu plus dans d'autres sujets, parce que ça on voit beaucoup malheureusement, et ça à chaque fois ça me fait un peu mal au cœur. Beaucoup de gens qui vont vers le subreddit et qui disent: j'arrête les jeux de combat, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête les frais, c'est trop dur, je comprends pas pourquoi. Moi, en tant que sac fini qui fait 0,2,
tout le temps, je ne m'arrêterai jamais à jouer aux jeux de combat. Parce que j'adore ça. Alors que je ne deviens pas nécessairement plus bon les jours. Hein. C'est juste que c'est le genre qui me plaît et la communauté qui me plaît. La manière dont la communauté marche. Le fait que cette communauté-là est unique dans le monde de la compétition dans les jeux de baston. Elle n'existe pas ailleurs. On ne peut pas prendre la communauté de jeux de combat et l'associer à LoL. Ou l'associer à CSGO. Ou l'associer à Smite ou Rocket League. Ce que vous voulez. Il n'y a pas ça. Donc, c'est complexe, mais c'est à voir en fait, vraiment. Je suis à près d'une heure de discussion, donc je vais accélérer un peu plus, voire même éviter certains sujets. C'est un peu décousu, hein, je suis désolé, mais la news a tellement été énorme qu'il fallait que je publie quelque chose au plus vite. Et hier j'étais malade, je me suis couché dans mon lit, j'ai rien streamé du tout. Je me suis maté 2-3 trucs en vite et je me suis couché derrière. Mais c'est un sujet qui mérite d'être pris. Comment est-ce que les pro players arrivent à battre la 99% des joueurs qui sont en dessous d'eux? L'une des questions qui se pose, c'est ça peut pas juste être par rapport à des réactions. Ça peut pas juste une question de réaction. Non, c'est pas juste une question de réaction. Proxy Damage a fait un bon essai là-dessus, qui est vraiment intéressant. Le fait que déjà cette phrase-là, elle est énorme. Cette phrase-là est énorme dans le sujet. Le fait d'apprendre tous les BNB optimaux et tous les personnages, tous les frames data de tous les personnages ne t'aide pas à devenir plus fort et est généralement un piège pour les nouveaux joueurs. Elle est forte cette phrase, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le souci que beaucoup de gens vont se dire, c'est que je dois m'entraîner exactement comme un top player, comme ça je deviendrai un top player. Non. Il y a certains top players qui ont des choses, qui travaillent et réussissent à se perfectionner en travaillant énormément. Il y a d'autres top players qui ont un petit peu cette façon innée qui leur correspond de devenir fort et de jouer. J'ai pas envie de parler de talent. Parce que avoir du talent pour les jeux de combat, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme avoir du talent pour faire un Rubik's Cube. Vous voyez, pour reconstituer le Rubik's Cube comme il était. C'est pas du talent, ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais il y a des gens qui apprennent plus facilement et plus rapidement que d'autres. Comme tous les sujets qui existent. Voilà, c'est le truc, c'est que les jeux de combat sont un genre qui est cruel pour l'ego. C'est très très facile dans League of Legends de se sentir fort dans une team qui te carry. C'est très facile dans Overwatch de se plaindre de ta team parce qu'ils font n'importe quoi, ils prennent les mauvais persos et plein de choses. Si t'as perdu dans un jeu de combat, c'est ta faute. C'est pas la faute de l'adversaire qui a joué un personnage que t'aimes pas. C'est pas de la faute de l'adversaire qui a un ping énorme ou autre. Là, on parle de match en ligne, mais en vrai, on devrait plus parler de match hors ligne. Si tu perds, ce n'est que de ta faute. Et ça, pour l'ego, c'est dur. C'est très très dur à compenser. Et tout ce sujet-là est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a un jeu de combat qui est basé sur les sorciers, les mages et ce genre de choses, et pas juste sur les arts martiaux et tout? Des gens ont cité les jeux Toho comme Isaten Soku ou d'autres jeux Toho de ce genre. D'ailleurs, ça a été cité directement ici. Les gens ont aussi cité Arcana Heart, que j'adore jouer. Arcana Heart, trop fun. Mais il n'y a personne pour jouer à Arcana Heart, et si tu joues à Arcana Heart en stream, surtout en Europe, tu risques de te raid par le GIGN. Donc,
Mais c'est juste trop fun. En matière de mécanique, Arcana Heart est trop fun. Là, il parle de Maiden Spell, qui est un mix entre un jeu de combat et un jeu de shoot 'em up. C'est un bullet hell slash jeu de combat, c'est un bullet hell en versus, quoi. Psychic Force est très proche de ça. Hein. Psychic Force a été d'ailleurs mentionné. Oui, il a été mentionné dans le trend. Donc oui, ça existe. Mais à mon avis, ce que vous voulez dire, le poster originel de ce post, c'est que il voulait un délire à la Spellbreak, si tu veux, où tous les personnages sont des magiciens, ils se balancent des lasers et des trucs avec les mains et s'envoient pas des tatanes dans la tronche. Je pense que c'est plus ça, mais c'est un petit sujet marrant à implémenter. Et surtout, c'est pour aussi dire que les jeux de combat qui tournent autour d'un tournoi d'arts martiaux et d'une entreprise vilaine qui a créé ce tournoi d'arts martiaux et au final on doit battre le boss de cette société, ça a été fait 1500 fois et on aimerait bien autre chose. Et heureusement qu'il y a des jeux comme Skullgirls et Arcana Heart et des jeux indépendants comme Punch Planet ou Fantasy Strike, blablabla, blablabla, qui ne se concentrent pas sur un putain de tournoi d'arts martiaux. Parce qu'on en a eu plein des trucs comme ça. Ça suffit. On n'avait que ça dans les années 90, on n'avait que ça dans les années 2000. Donc s'il y a des nouveaux jeux de combat qui arrivent, j'espère que ça va se développer dans d'autres univers. On a même eu un jeu coréen qui était un jeu de combat à la KOF, mais avec des personnages venant d'Heroic Fantasy. À savoir la race des humains, la race des elfes, et la race des elfes noirs, et des orques, et d'autres que j'oublie. C'est super cool. C'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. C'est les années 40 dans moi, c'est ce que je veux en tout cas. C'est les années 40 dans Skullgirls. C'est plein de choses dans le genre. Et c'est vraiment, vraiment bien qu'on développe un jeu de combat qui n'est pas nécessairement autour d'un énième tournoi de jeu de combat, de tournoi d'arts martiaux. Désolé. Ça, ça pourrait être mis en tie-in avec pourquoi est-ce que les joueurs de jeux de combat arrêtent de jouer aux jeux de combat. Comment on sait si on est bon pour un tournoi? Bah, tous les posters ont dit pour aller en tournoi. Pourquoi est-ce que tu cherches à essayer d'avoir un niveau certain ou spécifique ou autre? Non, il faut aller en tournoi, se faire casser la gueule et comprendre pourquoi tu t'es fait casser la gueule en discutant avec des joueurs plus forts que toi qui vont dire oui, il faut que tu tapes ça, il faut que tu tapes ci, il faut que tu ailles dans le training mode, faut que tu comprennes ça, est-ce que tu comprends ce terme-là, est-ce que tu comprends ce terme-ci, etc. C'est la meilleure école, c'est directement d'y aller, quoi. Et pas de se freiner en tournoi. Moi, je sais que je me fais défoncer de 0-2, mais je vais quand même en tournoi pour aller rencontrer des personnes et avoir un bon kiff et de regarder des matchs, etc. Ça, c'est clair, net et précis. Mais oui, voilà, l'idée, c'est qu'on va en tournoi, on apprend des choses et on a son kiff. Il n'y a pas de niveau spécifique pour aller en tournoi, comme s'il y avait une espèce de passerelle ou de gatekeep qui t'empêcherait d'aller passer ce niveau pour aller te frotter contre des joueurs. Non, ça n'existe pas, ça. C'est un sujet intéressant, mais c'est dommage qu'on lui a pas donné de vote, parce qu'en vrai, c'est un sujet qui se soulève. C'est pas juste quelque chose que tu dis, ah, il sait rien, le gars, on va lui vote et on va te casser. C'est un peu problème de réalité. Ça, j'aurais dû l'associer, ça, j'avais pas vu, mais j'aurais dû l'associer dans le sujet de Street Fighter 6. Il y a des gens qui sont pressés de jouer Terry et Mai, mais dans les jeux où ils viennent, à savoir City of the Wolf. Et j'espère que la venue de Terry et de Mai n'ont pas fait oublier qu'il y a d'autres jeux de combat. Il y a KOF 15, il y a City of the Wolves, il y a encore Tekken 8
qui va avoir des DLC supplémentaires. On est au courant de Lydia, on n'est pas encore au courant des deux autres. Il y a Guilty Gear Strive qui vient d'avoir Slayer. Il y a du jeu, les gens. Donc jouez à ces jeux-là. Ne vous contentez pas de jouer qu'à un seul jeu. Regardez la petite image à droite de Morrigan. Voilà, ne jamais s'arrêter qu'à un seul jeu. Toujours jouer à plusieurs jeux. Même si jouer à plusieurs jeux est très dur pour rester compétitif à ces plusieurs jeux-là, ne serait-ce que jouer un peu va te développer pour jouer pour ton jeu principal. Moi, il y a une histoire que je raconte à tout le monde qui peut l'entendre. Basiquement, le résumé, c'est Guilty Gear Xrd m'a aidé à devenir plus bon à Soul Calibur 5. Comme ça, la phrase dit comme ça, là, donc de but en blanc, elle n'a aucun sens. Comment est-ce que Guilty Gear peut m'aider à devenir plus fort à Soul Calibur 5 ? C'est pas normal. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais des potes qui étaient très bons à Soul Calibur. Et j'ai toujours joué avec eux, même si j'étais plus nul qu'eux. Et pendant 3 mois, j'ai arrêté de jouer à Soul Calibur et j'ai commencé à jouer à Guilty Gear, qui n'a rien à voir comme paradigme en matière de jeu de combat. Et j'ai dû apprendre à comment mettre ma garde correctement. J'ai dû apprendre à essayer de faire mal au maximum. J'ai dû apprendre plein de choses. Mais quand j'ai appris ces choses-là sur Guilty Gear, et quand je suis revenu... Ah, la ferme, Vermine. Quand je suis revenu, tout de suite, ça a été... j'ai eu un déclic sur Soul Calibur, et ça m'a permis d'avoir une meilleure garde, un meilleur spacing et autres. J'ai quand même perdu le défi que j'ai fait 3 mois après contre une joueuse qui était une bonne pote des joueurs en question. Et elle m'a dit oh, t'es devenu plus fort, comment ça se fait? Moi je lui ai dit j'ai juste joué à Guilty Gear. C'est tout. Et ça m'a donné plus de capacité à être fort sur Soul Calibur 5. Donc pas vraiment de sens, mais ça prouve que les jeux sont interdits en fait. Et toujours jouer à plusieurs jeux de combat, ne vous contentez pas que d'un seul, et ne vous contentez pas que de grinder un seul jeu. Grinder un seul jeu à la rigueur, mais quand même essayer de jouer à d'autres jeux à côté. Surtout quand vous avez une communauté aussi profondément proche que ce qu'il y a dans la FGC. Tout ça, c'est un sujet sur les guest characters, on aurait dû en parler avant, c'est pas grave, je passe. Un gars qui se plaint de Tekken, qui se dit que le jeu est trop à base de spammer les 50-50 et de juste connaître l'intégralité de la frame d'état de tous les persos et d'être fort là-dessus et de jouer de manière agressive. J'ai envie de lui dire oui, mais ça a toujours été Tekken, ça. Enfin, Tekken 6 était méga défensif, mais genre super défensif, et c'était à base de 50-50 dans tous les sens. Et dès que tu prenais un launcher, t'avais ta vie qui fondait 80% sur un seul combo. Et il y avait tous les persos qui avaient des 100%. Surtout quand tu pouvais détruire le mur, ou détruire le sol, ou plein de choses dans le genre. Donc oui, c'est Tekken. Pourquoi se plaindre d'une chose qui, de base, est-ce qu'elle est en fait? Ça a toujours été Tekken. Il y en a qui disent Tekken n'a rien à voir avec un jeu de combat. Tekken, ça a à voir avec prendre des gens de ta famille et les jeter au haut d'un volcan ou en haut d'une falaise. Et il n'a pas tort. Oui, et Tekken est le jeu de connaissance, par excellence. Je vais vite fait le dire, mais ça c'est un sujet qui mériterait une vidéo de 30 minutes à elle toute seule. Les jeux de combat demandent 3 vertus à tous les joueurs de jeux de combat. Ils demandent d'avoir l'exécution, ils demandent d'avoir, je le fais en rapide, d'avoir l'exécution, donc la manipulation des touches sur ta manette, ou sur ton stick, ou sur ta hitbox.
la connaissance du jeu, les match-up, les frames d'attaque, etc. Et le mind game, à savoir comment anticiper ce que fait l'adversaire. Ces 3 vertus-là sont demandées dans chaque jeu. Mais chaque jeu ne demande pas le même ton de vertu. Un jeu comme Tekken va être bien plus basé sur la connaissance que sur l'exé ou le mind game. Un jeu comme Killer Instinct, par contre, va être bien plus basé sur le mind game que sur la connaissance et l'exé. Mais un jeu comme Guilty Gear Xrd, lui, va être bien plus basé sur l'exé que sur la connaissance ou le mind game. Vous voyez, c'est tous les jeux n'ont pas. J'aurais dû citer BlazBlue d'ailleurs pour ça. J'aurais pas dû citer Guilty Gear. Guilty Gear a quand même beaucoup de match-up check. Beaucoup de match-up manage. Et c'est le truc, c'est que c'est basé là-dessus, c'est basé sur ces 3 vertus-là. Et ces 3 vertus-là sont énormément importantes. Donc, qu'un jeu comme Tekken soit bien plus knowledge check, à savoir qui demande bien plus de connaissances qu'autre chose. Ouais, plus ou moins, je suis d'accord, David, je suis d'accord. Tekken demande de la connaissance avant d'utiliser le mind game. Mais je dis pas qu'il y a juste 0 mind game dans Tekken, évidemment qu'il y en a. Je dis juste que Tekken est un jeu qui demande plus de connaissances que de mind game. Et à certains niveaux, là tu ne vas plus utiliser la connaissance pour check ce que font l'adversaire, mais tu vas commencer à utiliser le mind game. Mais si tu dois attendre ce niveau-là, tout ce niveau-là c'est du knowledge check, il doit attendre ce niveau-là pour enfin lancer le mind game, bah, tu vas passer un bout de temps à te faire battre par des NII et des JDCR et des mecs qui ont dosé le jeu depuis plus de 20 ans. Quoi. C'est un joueur de coffre qui me dit Tekken c'est de la merde. Mais bon. Ça c'est un autre sujet encore. Mais ouais, ouais, c'est l'explication numéro 1, c'est jouer sur les checks et jouer sur les connaissances et ce qui est Tekken et pas autre chose. Et enfin, est-ce que le layout du CPT, est-ce que tout le format du CPT est en train de tuer les tournois de Street? Le sujet, c'est de dire, maintenant, il y a des premières, il y a des tournois locaux qui vaut des points et autres, et il y a uniquement que les top players de certains pays ou de certaines régions qui peuvent se déplacer de tournoi en tournoi, et on voit toujours les mêmes têtes, qu'on les voit à l'UFA en France, ou au Combo Breaker à Chicago, ou à l'Evo Japan à Tokyo, ou là. Parce que eux, ils sont sponsorisés et ils peuvent se déplacer partout dans le monde pour aller jouer et péter des bouches. Donc, c'est le truc, c'est que est-ce qu'on a envie de ça ou est-ce qu'on a envie d'une poussée un petit peu à la Tekken où on voit plein de diversité, plein de joueurs de scène locale, plein de persos différents, plein de choses qui changent. Et c'est une bonne question dans le sens où c'est pas uniquement à propos des tournois, c'est aussi à propos de l'organisation de ces tournois. Et il y en a qui disent je suis pas intéressé par aller à un tournoi pour avoir une chance d'arriver dans le top 8. Je suis intéressé par ce tournoi-là parce que je veux aller dans ce tournoi-là. C'est comme l'explication de tout à l'heure qu'on avait en disant comment je peux évaluer mon niveau, comment je peux évaluer un niveau où je peux enfin participer à des tournois. Ben, c'est en participant à des tournois. Ça s'arrête là tant que les tournois existent, on n'a pas besoin d'autre chose. Et ça c'est plutôt cool. Ouais voilà, c'est la manière dont les pros vont arriver, vont un peu sweep tout le monde, qui change un peu la donne dans le tournoi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas vraiment le cas? Non, ça dépend ce que c'est en fait. Ça dépend si on parle de tournois plus grassroots ou ça dépend si on parle de tournois un peu plus internationaux avec des trucs comme l'UEFA. Les trucs comme l'UEFA ont été créés pour les joueurs pros. L'UEFA a été créé bien plus pour les joueurs pros que pour la communauté française. C'est pour créer une scène, une arène où les meilleurs joueurs de jeux de baston viennent s'affronter. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Evo européen ou notre Evo français.
Parce que Nemo, c'est ça de base. Pas de base, non. Mais c'est devenu ça. C'est devenu un tournoi de professionnels. On a des exceptions qui arrivent. On a Galileo dans BlazBlue qui est sponsorisé par personne et qui gagne un tournoi. On a des choses dans le genre. Mais pour la plupart du temps, c'est juste c'est les pros qui ont déjà fait d'autres tournois, qui ont déjà fait leurs preuves, qui vont arriver dans le top 16, arriver dans le top 8, arriver dans le top 32 et gagner le tournoi. C'est le principe même de la compétition, surtout quand tu fais déplacer des gens de l'autre coin du monde pour participer à ces jeux-là. Voilà, on a tout dit. On peut retourner sur le truc de la fighter qu'il y a eu pendant qu'on était en train de parler des sujets extra qui mériteraient. Voilà, ça c'est encore le même sujet. Avant d'aller au tournoi, qu'est-ce que je dois faire? Genre, comme s'il y avait un espèce de code spécifique qu'il faut respecter. Genre, il faut que tu portes cette tenue-là, il faut que tu ramènes un stick avec je ne sais combien de configurations. Et non, en fait, tu viens comme t'es, venez comme vous êtes. C'est le McDo qui faisait ça, non? Legendary FGC moment de bonne vidéo, ça je le regarderai ça. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Et pourquoi est-ce que Terry Emma apparaît dans la saison 2? Ouais. Ça, en fait, tous les sujets qui sont là, ce serait des redites de ce qu'on a déjà parlé avant, donc c'est pas intéressant. Donc moi, je vais en terminer là. Je vais faire une petite pause et après reprendre Hot Wheels Unleashed 2 pour cette petite soirée. Probablement m'arrêter de jouer à 1h30, 2h du matin. Et vous souhaitez une bonne journée, enfin une bonne nuit. Et juste avant de partir, je viens de voir le message de Vermine. Les pros sont une poignée, ça date pas d'hier. Des nouveaux joueurs talentueux arrivent régulièrement, mais toujours par petit nombre. Les jeux modernes ont légèrement amélioré l'accès, mais ça reste quand même minime. Ouais, mais ces joueurs pros, ces joueurs nouveaux qui arrivent et qui défoncent des bouches, ils se font très vite sweep par des types professionnels. Donc l'investissement fait que. C'est comme dans quasiment tous les e-sports. La moyenne d'âge des joueurs dans un jeu comme Call of Duty ou Counter-Strike, c'est 18-19 ans, voire même 20 ans. Dès que tu dépasses un certain âge, là-dessus t'es mort. Mais c'est pas juste une question de réflexion, une question de tournoi, une question de nouveau sang ou de genre de choses. C'est la communauté se crée avec nouveau sang, mais ouais, voilà, c'est comme tout en fait. C'est comme il y avait une stat que j'avais vue où je crois qu'il y a moins de 2% des joueurs qui entrent dans un centre de formation de foot qui finissent professionnels. Bah c'est pareil. Ça c'est le cas pour tout en fait. Le côté devenir pro et devenir assez bon pour pouvoir te déplacer en tournoi et autres, c'était équivoque depuis un bout de temps. De toute façon, Hermine, on en parlera bien plus IRL. Et là-dessus, franchement, on mériterait d'en parler un petit peu plus, on mériterait un petit peu de parler du sujet. Et surtout, j'aimerais aussi avoir ton avis sur ce que je fais, sur les revues. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que le layout est bien? Tu m'as dit que le layout était bien sur un commentaire sur YouTube. Je te remercie. Derrière, il y a Mbaye qui t'a répondu. Je ne sais pas d'où il vient, lui. Parler d'Mbaye prendrait 4 heures. C'est génial. J'adore Mbaye. Je kiffe Mbaye. Mais ouais. Non, voilà, c'est une question de différence de commune. Non, on en parlera un petit peu plus IRL. On en parlera un petit peu plus AFK, comme disent les hackers. Et ça le mérite pour. Ouais. La soundtrack, en fait, je l'ai pris de Humble Bundle. Et il y a un pack qui existe de musique royalty free. Donc j'ai juste mis un pack down tempo, je fais tourner ça et je suis bien.
et je me fais pas strike. Je me fais strike par personne parce que c'est pas des musiques copyrightées. Voilà. Que je suis bien. Je vais changer un petit peu le layout parce qu'il est un peu vide. Mais vu que là je suis littéralement à mon 4e ou 5e stream, je sais plus. Je crois que c'est mon 3e stream à peine. Donc je vais y aller mollo et je vais développer les choses. Déjà que Métard, qui est un pote à moi, a flingué mon overlay. Avec son nom qui veut rien dire là en suivant. Voilà quoi. Donc j'ai beaucoup de choses à faire avant que ça change. Bon voilà. Si vous voulez rester, je vais jouer à Hot Wheels. Je vais revenir dans à peine 10 minutes. Si vous voulez pas rester, ben on se voit une prochaine pour un prochain revue Air Fighters. Allez les mecs, à la prochaine, ciao.